Encore une fois, le GART place le voyageur, le client, l'usager au centre du débat. Dans ces conditions, ma question elle est simple. Comment comptez-vous faire en sorte que la qualité du service que nous devons rendre tous ensemble à ces voyageurs-là puisse être augmentée et devenir meilleure pour éviter, par exemple, des associations comme les naufragés du TER que j'ai dans ma région? La question que j'aimerais poser aux candidats à la présidence de la République est la suivante. Donnerez-vous priorité à la rénovation du réseau ferré le plus circulé? Quelle ambition logistique pour la France dans les années qui viennent, à l'instar de ce que la Hollande et l'Allemagne ont fait, pour qu'un programme ambitieux soit défini, recueille l'adhésion de tous les opérateurs, les citoyens, et puisse être mis en œuvre avec cohérence et continuité. Voilà. Comment est-ce que vous vous comporterez vis-à-vis de notre secteur? Nous avons souffert du dernier quinquennat, où un certain nombre de mesures défavorables ont été prises, je vais en citer deux. Un nouvel accroissement du taux de TVA applicable au secteur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et je dois dire qu'on a mal vécu aussi la suppression de l'écotaxe, puisque l'État s'est privé lui-même de ressources. On parle d'1 milliard d'euros par an, qui aurait permis à l'État d'accompagner le financement des infrastructures dont on a besoin. Voilà, est-ce que vous serez demain amical avec notre secteur? Est-ce que vous prendrez des bonnes mesures pour nous aider à développer le secteur? Ou bien au contraire, est-ce que vous ferez en sorte que notre secteur ne sera pas aidé? Ça me paraîtrait dommage, parce que la mobilité publique est au cœur du développement de notre pays. Il convient de donner beaucoup plus d'importance à la politique en termes de transport et de logistique. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les candidats aux élections présidentielles, je souhaite savoir si vous allez créer un ministère des Transports à part entière, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays. La question est simple, et d'ailleurs les candidats la connaissent parce que je les ai déjà posées, c'est le Conseil d'orientation et de programmation des infrastructures. Nous avons besoin d'un endroit où on puisse réfléchir, agir et suivre les projets. Tant que nous n'aurons pas cette instance, n'ayant plus de ministère de l'équipement, n'ayant plus de data, nous n'y arriverons pas. Donc êtes-vous d'accord, madame et messieurs les candidats, pour mettre en place ce conseil d'orientation et de programmation des infrastructures que vous pouvez appeler comme bon vous semblera? Le droit à mobilité est inscrit au Code des transports. Cette mobilité, elle s'exerce au quotidien pour les usagers, elle est indispensable. Or, 2 gouvernements successifs ont augmenté par 2 fois le taux de TVA. Vous engagez-vous à revenir au taux de 5,5%, qui est le taux de TVA des produits de première nécessité? La mobilité, ça n'est pas un sujet technique, c'est un sujet éminemment politique. La mobilité, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès aux services, c'est l'accès aux loisirs, l'accès à la culture. C'est tout simplement ce qui permet de relier les femmes et les hommes entre eux. C'est un sujet qui était trop souvent négligé, méprisé. Et donc je voudrais savoir ce que vous ferez pour que ce sujet soit enfin une priorité. Comment vous ferez en sorte que sur le plan financier, nous ayons enfin les moyens de nos ambitions? Eh bien, ma question concerne l'évolution très profonde du contexte concurrentiel dans lequel la RATP évolue en Île-de-France, avec la mise en concurrence prochaine des nouvelles lignes de tramway, puis des lignes du Grand Paris Express, et enfin l'ouverture progressive à la concurrence de notre réseau. Ma question, c'est très directement, comment comptez-vous vous y prendre pour tenir compte de cette évolution et permettre à la RATP de jouer à armes égales avec ses concurrents dans ce nouveau contexte? Est-ce que vous avez conscience du coût que représente en fait l'instabilité et l'inflation réglementaire pour les entreprises? Est-ce que vous avez conscience que cette réglementation qui est parfois décidée sans aucune étude d'impact contribue directement à pénaliser l'emploi, à pénaliser la croissance? Entrepreneurs, nous souhaitons innover, créer des emplois, former, investir, être des partenaires. Mais notre activité est dépendante de la commande publique. Et notre métier s'inscrit dans le temps long. Il a besoin de visibilité. La question que je pose aux candidats, quel est votre projet et votre ambition pour la voie ferrée française? Aujourd'hui, la question se pose de l'expérimentation. L'expérimentation permettant l'ouverture à la concurrence. Il faut le préparer, mais pour le préparer, il faut que nous ayons un texte de loi. Quand est-il prévu la proposition au Parlement d'un texte de loi sur l'ouverture à la concurrence? 82% des Français utilisent l'automobile de façon quotidienne, essentiellement pour aller travailler. Est-ce que les candidats prennent vraiment la question du transport automobile, que ce soit passager ou marchandises, au sérieux pour 2017?
quelles sont les mesures que les candidats envisagent pour améliorer et réduire surtout en fait, la pollution et la circulation dans nos villes. Infrastructure, ça a été beaucoup évoqué par les personnes qui ont été interviewées. Sont en question deux choses, l'entretien des réseaux, qu'ils soient fluviaux, ferroviaires ou routiers, et les nouvelles infrastructures. Christine Revaud-Dallon, comment abordez-vous cette question de l'entretien des réseaux? Comment sécuriser les financements? Est-ce que des lois de programmation vous semblent nécessaires? Oui, ça me semble nécessaire et je pense qu'il faut réellement, et on le disait déjà pour la campagne présidentielle de 2012, mais la question de la régénération des infrastructures est indispensable et elle doit être prioritaire sur le reste. Absolument. Il faut s'y tenir, il faut qu'il y ait cette loi de programmation qui soit portée et il faut s'y tenir. Et cette loi de programmation, pour qu'elle soit partagée par tous et qu'on ne soit pas tenté par des demandes d'élus locaux à l'approche d'élections qui considèrent que ce serait quand même vachement bien d'avoir telle ligne ou telle structure, il faut on remette en place cette belle commission qu'avait présidée Monsieur Duron, qui avait fait un certain nombre de préconisations, hiérarchiser les priorités et en top niveau de ces priorités, c'est cette régénération. Il faut la faire, il faut la planifier dans le temps, s'y tenir. Et cela veut dire aussi pour cela, il y a une question à nouveau en termes de compétences, de personnel, faire en sorte que, en termes de personnes qui vont travailler pour permettre cette rénovation, que ce personnel soit là et qu'il puisse être en capacité de travailler sur différentes lignes, différents sillons, qui est cette productivité en termes de qualité, de compétences, de personnel, pour qu'on se tienne au cadrage dans le temps de cette régénération. Elle est indispensable. Tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas aller au-delà d'autres programmes. Plus spécifiquement sur le réseau ferroviaire, oui. Est-ce que vous considérez qu'il faut maintenir le ferroviaire dans son réseau existant, dans sa consistance actuelle, ou qu'il faut aller vers une concentration sur les axes les plus utilisés? Il faut faire très attention à ce qu'on appelle les axes les plus utilisés. Si on considère que, parce que certaines lignes n'ont pas une réelle rentabilité économique, mais qu'en même temps il n'y a pas de solution alternative pertinente, il y a un certain nombre de lignes non rentables qu'il faut maintenir. Après, dans certains territoires, oui, c'est vrai que d'autres solutions sont peut-être plus pertinentes. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas uniquement sur les grands axes essentiels et tout ce qui part de Paris et qui arrive en province qui doit être privilégié. Il faut faire très attention aussi au maillage de notre territoire. Arnaud Leroy, l'entretien de l'existant et la régénération. Écoutez, c'est les deux chapitres de la loi qu'on proposera, avec un calendrier aussi. Donc moi, je pense que le Parlement doit se ressaisir de la question. Donc sur la base des travaux qui ont été faits par Philippe Duron, Mobility 21, je ne sais pas s'il faut réactiver la commission. Beaucoup de travail a été fait, on sait ce qu'il faut faire. Et déjà, si on met en priorité numéro 1 la question de la régénération de l'existant, qu'on se met aussi dans les pas de ce qui est en train d'être fait, ce qu'a lancé Vidalis sur le réseau de transport ferroviaire du quotidien, on a déjà beaucoup à faire. Il y a quelques projets qu'il faudra certainement budgétiser, parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est pas simplement faire une liste à la Prévert, c'est mettre en face des ressources. Et combien vous allez y consacrer? Quelle méthode de financement? Quelle place pour les régions? Donc ça, c'est des choses qu'on peut discuter et qu'on devra discuter dans la loi de programmation. Second élément, le calendrier, qu'il est important, notamment sur certaines grandes lignes très utilisées du transport ferroviaire, où on sait très bien que tel type de travaux se prévoit 3 à 4 ans auparavant pour pouvoir, acheter le matériel nécessaire et surtout organiser le réseau. Donc ça, c'est des sujets qui nous importent. Il n'y a pas que le ferroviaire. Il y a la question portuaire, par exemple. La question du dragage. Compétence étatique, qui aujourd'hui est de moins en moins assumée par l'État. Donc il faut qu'on puisse travailler sur ces questions-là. La question de VNF, dont on parlait tout à l'heure, si on veut faire glisser, et moi j'aime pas le mot report modal, parce que
Bon an, mal an, on en parle depuis 20 ans, et moi j'étais à Bruxelles pendant une partie de ma carrière avant d'être élu. On a bien vu que ça ne marchait pas excessivement bien. Par contre, on a ce sujet de... Moi, je suis un fan de l'économie portuaire, donc je pousse pour que les ports français soient beaucoup plus compétitifs. Il faut qu'on travaille sur le fluvial. On a une question, et je le répète, sur la question de la desserte du Havre et de Marseille, et je pense qu'il faut se concentrer sur ces deux nœuds multimodaux-là, et je rejoins tout à l'heure ce que disait le représentant de Jean-Luc Mélenchon. Il faut aussi qu'on réindustrialise la France. Parce qu'on peut parler de fret. Le fret, pourquoi le fret s'est cassé la figure en France? C'est peut-être une question de statut, une question de si. Il est surtout lié au fait que l'industrie s'est effondrée, donc on a de moins en moins de volume. On a de moins en moins de volume, on a de moins en moins de charbon. Il faut voir aussi l'impact du ferroviaire et le transport par charbon auparavant. Donc il y a des mutations économiques qu'il faut pouvoir expliquer pour pouvoir y répondre sérieusement, au lieu de dire il faut qu'on fasse du ferroutage, alors qu'on n'a peut-être plus besoin de ferroutage comme on en avait besoin il y a ne serait-ce que 20 ans. Donc ces questions-là sont importantes. Je crois que les infrastructures doivent être programmées, qu'on doit éviter de tomber justement dans la commande politique, peut plus se permettre ça. La France est équipée, elle n'est pas sous-dotée, la France n'est pas sous-dotée. Il y a quelques grandes infrastructures sur lesquelles vous voulez peut-être revenir, le canal Seine-Nord peut-être. Je vais poser des questions tout à l'heure, mais et puis en plus vous avez un petit peu d'avance sur vos collègues. Je suis bavard, je suis désolé. Voilà. François Devoyer, vous avez un peu de retard, donc oui. Je vous interroge maintenant, et après Parfait, merci. Dominique Bussereau. Sur la désindustrialisation, ça m'étonne que vous la regrettiez, puisque vous chérissez l'Union européenne qui a provoqué malheureusement cette désindustrialisation. Je crois que votre patron, à la fin du mois, il aime bien aussi l'Union européenne. Pardon? Et votre patronne, à la fin du mois, elle aime bien aussi l'européenne. C'est autre chose. C'est ça qui est d'autant plus courageux, c'est qu'elle la combat alors qu'elle en tire de revenus. Je trouve ça plutôt glorieux. Il y en a peu qui savent le faire. Oh, c'est sûr, détourner de l'argent, c'est glorieux. Ouais. Pour reparler de ça, vous qui placez la Suisse au sein de l'Union européenne, le problème actuel, un des grands problèmes, et qui va couvrir à la fois le problème des infrastructures et de la décarbonation, c'est les phénomènes de dédouanement. Moi, j'ai parlé, dans mon collectif, on a énormément de transporteurs routiers. Ils prennent en charge une marchandise à Paris. Par navette, elle arrive à Lille. Ils l'emmènent jusqu'à la frontière belge et repartent à Paris, où elle devait, dès l'origine, être livrée. De la même façon, des bateaux qui passent au large du Havre, qui vont décharger à Anvers pour des questions de douane. Est-ce que vous trouvez ça normal, sur un plan environnemental, sur même un plan économique au sens national du terme? Ça n'a aucun sens. Donc ça, il faut lutter contre. Et puis, globalement, et ça c'est une partie du programme à laquelle on tient énormément, c'est retrouver des circuits les plus courts possibles. Moi, je crois justement que l'Union européenne, effectivement, appartient au passé. On s'en rendra compte, plus ou moins vite. Je pense que l'avenir, c'est retrouver les circuits courts, mais d'ailleurs parfois avec le soutien de l'économie collaborative qui peut être, ou avoir un développement monopolistique et effectivement international, ou au contraire retrouver des circuits de proximité avec des capacités à gérer au mieux les déplacements, les stocks, les flux de personnes, les flux de marchandises. Donc ça, c'était un point sur l'environnement. Ensuite, bien sûr, vaste plan d'investissement, et ce sera notre priorité, des investissements sur la rénovation des réseaux actuels, avant les grands chantiers. Il faut allouer les moyens en priorité à cette rénovation. Je pense également à l'accès au handicap, l'accessibilité qui est un point essentiel, c'est mon secteur, donc effectivement c'est dramatique aujourd'hui, on est très en retard. Et un autre point, c'est arrêter de favoriser effectivement les lignes à grande vitesse. L'un des intervenants tout à l'heure disait « Oui, mais regardez, les lignes TGV n'ont pas empêché la croissance de diminuer. » Les lignes TGV, on en parlait tout à l'heure, ne profitent pas forcément à ceux qui vivent le quotidien de la France périphérique. Donc remettre aussi beaucoup de moyens pour les corails. Je rappelle que derrière, c'est une question aussi de sécurité. Brétigny-sur-Orge, c'était un problème d'éclisse. Tous les gens de la SNCF à qui j'en ai parlé me disaient, à cet endroit, on nous disait de ralentir. Je ne sais pas si le représentant de M. Mélenchon sera d'accord, mais ces problèmes de sécurité, tout le monde les connaît aujourd'hui sur le réseau, et c'est un point essentiel. Il faut avant tout assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est le rôle premier du politique. Voilà. Dominique Bussereau, vous avez fait le SNIT, il y a eu après Mobilité 21. Comment on fait pour sécuriser le financement des infrastructures? Juste un mot peut-être, je reviens d'un mot sur l'écotaxe pour dire que c'est ma position. Hein,
pas sûr que ce soit forcément celle de François Fillon, on en a parlé avec Louis. La position de Philippe Richert est différente, le président de l'ARF, c'est de dire qu'il faut une écotaxe régionalisée. Une écotaxe régionalisée, voilà, bon, ce qui veut dire d'ailleurs, par conséquent, un financement plus important des régions aux infrastructures, si elles avaient cette ressource. Sur le réseau routier, je me suis exprimé, retour aux régions de ce qui reste, du peu qui reste du réseau national, qui est très infinitésimal. Le Tour de France qui va se dérouler bientôt, il y a 97% sur des routes départementales. Il y a plus de routes nationales très, très importantes. Fluvial, je trouve qu'on est en sous-investissement complet sur le fluvial. Il faut naturellement faire Seine-Nord. Il faut naturellement faire Seine-Nord, parce que si on ne fait pas Seine-Nord, c'est un acte politique qui veut dire qu'on ne croit plus au fluvial dans ce pays. En plus, les porteurs de ce projet, que ce soit la région Hauts-de-France ou les collectivités traversées ou Jean-Louis Borloo, tous ceux qui ont travaillé là-dessus, ont prévu un ensemble de plateformes logistiques. Mais voilà, si on veut dire qu'on croit encore au fluvial, il faut faire Seine-Nord. Il faut que le port du Havre et de Rouen, qui s'était rallié à Seine-Nord, change de position et ne disent plus, comme ils le disent maintenant de manière un peu rétro, que c'est un aspirateur pour les ports du Range Nord. Ce n'est pas vrai. C'est à eux d'être concurrentiels pour que Seine-Nord serve des deux côtés. Aéroportuaire, je vais peut-être choquer certains, il faut faire Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai vécu des incidents aériens graves avec des avions qui étaient train sortis à moins de 100 mètres au-dessus de logements sociaux à Nantes, dans l'atterrissage de Nantes Atlantique actuelle. Il y a le lac de Grandlieu, qui est la plus grande réserve ornithologique de France, qui est en pleine descente et en pleine approche même des aéronefs. Donc il faut faire Notre-Dame-des-Landes naturellement. Portuaire, je partage qu'a dit Arnaud, le roi. Action de désenclavement. Quand je vois le temps qu'on passe encore sur Serqueux-Gisors, qui n'est pas encore réalisé, il y a d'ailleurs des oppositions politiques qui sont parfois d'ailleurs de mon propre camp, cher Pierre. C'est évident. Et j'en viens au ferroviaire et je termine par les grands ouvrages. Je suis complètement d'accord avec le fait qu'on n'a pas fait assez de rénovation. C'est Dominique Perben qui a déclenché à l'époque le premier plan. On n'a pas fait assez de rénovation. L'état du réseau francilien est ce qu'il est, et tous les efforts qui sont faits par les uns et par les autres, et par SNCF Réseau pour le mettre à jour, sont des efforts tout à fait nécessaires. L'utilisation d'ailleurs de modes de travail nouveaux, comme le choix de Patrick Jeantet de faire le changement de l'alimentation électrique de l'Anixé par une entreprise privée dans une sorte de partenariat pour accélérer les délais de réalisation. Je pense que ce sont de très bonnes initiatives. Donc il faut rénover. Mais il ne faut pas dire non plus que c'est fini avec les LGV. Moi, je m'honore de faire partie d'un gouvernement qui a décidé de Tours-Bordeaux, dont le président de la SNCF, au fil des années, nous disait que ça serait la plus rentable après Paris-Lyon. Maintenant, on dit le contraire. C'est vrai que, évidemment, maintenant, il faut louer l'infra à quelqu'un qui n'est pas du groupe SNCF, et je comprends que ça pose problème. On va faire la déviation de Montpellier, et puis on a terminé l'Alsace, et on va aller du Mans jusqu'à Rennes. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Obligatoirement, c'est Toulouse. Il faut faire obligatoirement Toulouse, parce que Toulouse, aujourd'hui, il y a 40 mouvements aériens dans chaque sens, Air France et autres compagnies compris, entre Toulouse et Paris. On ne peut pas laisser la 4e métropole de France par le nombre d'habitants en dehors de la grande vitesse européenne.